Oh punaise, ça va être chaud. Allez, salut CSF sur... Oh, misère. Ça ne date pas d'hier, les développeurs ont souvent recyclé les produits qui ont bien fonctionné. D'un côté, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, et il est même parfaitement admissible que les joueurs puissent montrer de l'intérêt à la suite d'un jeu qui leur a plu. Alors bien évidemment, il existe plusieurs types de suites. Il y a la suite qui n'a plus rien à voir avec le premier volet, mais qui essaye tout de même de garder un lien avec lui histoire de ne pas paumer trop de joueurs en cours de route. Il y a la suite qui sent le mémorable foutage de gueule et dont les apports se limitent généralement à poser un chiffre au hasard sur la jaquette. Et il y a la suite qui essaye non seulement de garder les mêmes bases que ce qui était proposé avant, mais qui va en plus tout faire pour innover à sa façon, histoire de satisfaire à chaque fois les joueurs les plus exigeants. Alors le problème quand on s'attaque à une suite, à un remake ou à un reboot, c'est qu'il faut aller fouiller dans le passé pour savoir à quoi on a affaire. Il n'y aurait rien de bien méchant à ça, si ce n'est que ça semble fortement déplaire à un certain Ajito Makishima, qui, sous le seul prétexte qu'à plus de 30 piges, j'ai eu le malheur de dire que les jeux vidéo me plaisaient moins que quand j'en avais 15, s'est permis de dire que j'étais, je cite, un blasé, un borné et un pauvre bouffe du jeu vidéo, et que ça m'est resté en travers de la gorge depuis. Néanmoins, dans l'unique but de ne pas froisser son argumentation psychorigide, je vais mettre en place pour les besoins de cette vidéo un outil révolutionnaire, à savoir le Beaufomètre. Son fonctionnement est très simple, à chaque fois que je ferai mon vieil aigri ou mon gros con rétrograde, la machine m'enverra du 220 volts en travers de la gueule, histoire de me remettre dans le droit chemin, comme ça peut-être qu'enfin je ferai une vidéo qui plaira aux jeunes joueurs et j'obtiendrai alors grâce aux yeux de ce sale petit. Oh putain de mort, c'était juste pour voir si ça marchait, nom d'un chien. Ça fait mal cette connerie. Rayman est donc devenu jouable pour la première fois en 1995 et contrairement à une croyance populaire sortie d'on ne sait où, ce sont les possesseurs de la Jaguar d'Atari qui ont eu l'immense plaisir de découvrir le héros à l'allure d'aubergine en premier. Les petits gars de chez Ubisoft avaient tellement soigné leur bébé que le héros n'a eu absolument aucun mal à imposer son style dans le milieu des jeux de plateforme qui semblaient pourtant très saturés depuis que quelques mascottes avaient eu l'idée plus que contestable d'imposer leurs règles. Le portage sur les différentes consoles en vogue à l'époque n'en était que plus logique et Rayman a très vite conquis le cœur de plus d'un joueur. Alors, et comme c'était le thème du début de la vidéo, les suites n'ont pas tardé et comme il était de coutume de s'aventurer dans le monde hyper casse-gueule de la 3D, Rayman a donc abandonné sa superbe 2D pour céder à la tentation des niveaux tout moches et tout cubiques que les limites du support CD imposaient à merde, je l'avais oublié. La première suite voit donc le jour en 1999 et malgré quelques changements drastiques dans le gameplay, pas que dû au passage à la 3D, le succès a également été au rendez-vous. Le troisième épisode, sorti en 2004, sera tout aussi populaire. Avec des graphismes toujours aussi soignés, des musiques qui enchantent les oreilles et une jouabilité qui fait que l'expérience s'apparente plus à un pur moment de bonheur qu'à une séance d'épilation des testicules à la cire bouillante, Rayman 3 sera un joli petit succès. Cependant, à partir de ce moment, les choses ont commencé à déconner chez Ubisoft et au lieu de poursuivre dans cette voie qui semblait plaire à pratiquement tout le monde, les développeurs se sont mis à plancher sur un sujet qui aura poussé le concept du buzz un chouïa trop loin, à savoir celui des lapins crétins. En fait, là on a le droit de dire les enfoirés de lapins crétins de leur saloperie de race de merde tellement on en a bouffé. Sur le principe, une nouvelle fois, il n'y a rien de bien méchant. Apparemment créé pour satisfaire un public qui devait aimer les personnages un peu gogolitos, Ubisoft a proposé en 2006 une compilation de mini-jeux un peu cons mais suffisamment variés pour emporter les faveurs du public. C'est lors du lancement de sa suite qu'on a commencé à un peu flipper et à prendre conscience de l'étendue des dégâts. Mais il était déjà trop tard, symboliquement, Rayman s'était gentiment fait foutre dehors à coups de canapé en travers de la tronche pour laisser place à la déferlante des mini-jeux sur le thème de la déconne et du fameux cri de guerre qui a élevé au rang de mascotte incontournable les lapins crétins. Donc toujours sur le principe, il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre, car même si la finition globale laissait vraiment à désirer, il serait tout à fait hypocrite de ne pas admettre que les parties à 4 étaient une inépuisable source de fou rire. Et mine de rien, sans trop qu'on s'en rende compte, les lapins crétins réussissaient leur mission, faire oublier Rayman.
À grand renfort de campagnes commerciales et de parodies en tout genre, les lapins crétins ont tout doucement pris place dans notre quotidien, si bien qu'il n'y a strictement rien eu de surprenant à les voir assurer la promotion d'une bagnole familiale. On ne sait pas si ça a boosté les ventes du machin, mais au moins ça a fait rire une bonne partie du public. À un moment, les joueurs ont quand même fait part de leur impatience et ouf, Ubisoft s'est mis à bosser sur un titre qui semblait remettre Rayman sur le devant de la scène. Après une trailer assez énigmatique mais plutôt alléchante et quelques mois d'attente, enfin Rayman Origins était là et nom d'un chibre, ça aura valu le coup d'attendre. Donc, chronologiquement, ce jeu semble se placer après les événements qui prirent place lors du premier épisode. C'est la notice qu'il dit, donc on va supposer qu'elle n'a aucune raison de mentir. On pourrait alors se demander pourquoi le jeu s'appelle Rayman Origins si c'est pour parler de ce qui lui arrive après ce qu'on connaît déjà. Bah en fait c'est tout con, on apprend enfin pourquoi Rayman est composé de 5 parties séparées. Ah oui, parce que pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, Rayman n'a aucun membre. À la base c'était pour contourner les limites des consoles de l'époque, mais c'est finalement devenu une particularité qui a très certainement contribué au charme du personnage. Ce léger détail est d'ailleurs si facile à identifier qu'un abruti dont nous tairons le nom s'était mis en tête de lui faire un petit clin d'œil lors de l'une de ses vidéos, mais il a fait un flop total. Non mais parce que tout le monde a cru que c'était un bug ou une erreur d'incrustation, et personne s'est posé la question de savoir si c'était fait exprès. Moi j'étais super content de ma blague. Puis en plus il y avait le coup des Rayman. Ah putain mais attends, j'ai rien dit. Ceux qui ont connu le premier Rayman risquent sensiblement d'être dépaysés. Même si les développeurs sont repartis sur la base qui avait fait le succès du héros, Rayman semble avoir fait une overdose d'on ne sait pas trop quoi, ce qui l'a transformé en un héros un peu simplet sur les bords. L'humour était omniprésent dans le premier, mais pas au point de faire passer le héros pour un demeuré fini. De même, si on peut apprécier la présence d'un semblant de scénario avec une petite introduction rigolote pour justifier le pourquoi du comment, on est également en droit de rester un peu sur sa faim face au vide monumental qui les sépare de l'excellent dessin animé cru PlayStation qui laissait sur les fesses tellement il était magnifique. Si on arrive à se faire à ces choix stratégiques de la part d'Ubisoft, alors on peut plonger de plein pied dans le jeu. Donc sans plus attendre, on attaque le vif du sujet. Il serait absolument injuste de ne pas citer en premier l'incroyable boulot qui a été fait au niveau des graphismes. Alors pour leur faire croire qu'ils ont une culture générale super étendue, nous laisserons aux petits rageux le plaisir de citer eux-mêmes le nom de l'homme qui est derrière tout ça. Même pas mal. Et de notre côté, nous prendrons juste plaisir à parcourir des yeux les environnements sublimes proposés par le jeu. C'est bien simple, là on a peut-être ce qui s'est fait de mieux en la matière depuis pas mal de temps. Tous les décors ont eu droit à un soin inimaginable et on sent clairement qu'il a fallu un travail de titan pour boucler tous les niveaux. Les effets de lumière sont juste superbes, les décors sont bourrés de détails et la variété est de mise. On prendra même plaisir à repérer de part et d'autre quelques clins d'œil aux précédents volets comme les petits champignons qui sautent sur place ou quelques ennemis qui ont eu droit à un comeback. L'impression de profondeur est aussi très bien rendue et même les passages en ombre chinoise forcent à l'admiration tellement ils sont soignés. Même si ce n'est pas ce qui va être déterminant pour dire si le jeu vaut le coup ou pas, clairement là on a du travail d'orfèvre et ça change tellement des décors répliqués à l'infini que ça mérite largement d'être souligné. Le débat qui oppose les graphismes de la version Wii à ceux de la version PS3 n'a pas trop lieu d'être. Du moins pas ici. Le jeu est magnifique et ça quel que soit le support. Les animations vont en plus dans le même sens et à ce niveau, Rayman Origins impose un style qui risque de servir de référence pendant encore pas mal de temps. Bien évidemment, certains trouveront le jeu plus facile que d'autres. Le concept a un peu changé depuis la première version et il y a désormais au maximum plus que 3 cages par niveau, dont une qui n'est pas cachée puisqu'elle représente l'équivalent du drapeau de fin d'étape. Le joueur devra donc explorer tous les moindres recoins et parfois même aller jusqu'à se balancer dans le vide pour les trouver. Quand on se console, ça n'empiète en rien sur la durée de vie. En effet, pour remplir 2 des 3 autres emplacements, il faudra collecter un certain nombre de looms en arrivant à la fin du niveau. Alors ça semble gentil tout plein dit comme ça, mais très vite on se rend compte du génie de la chose. Non seulement les looms et les pièces gonflant leur nombre sont en général planquées dans des endroits pas possibles, mais en plus il faut être super stratégique quand on joue. Déjà, chaque ennemi tabassé vous en rapporte un. Mais il vous en rapporte un autre si vous lui pétez la gueule une fois qu'il s'est transformé en bulle. Ben rien que ça force déjà à adapter sa façon de jouer. Ensuite, il existe des gros looms couronnés qui feront danser et chanter les plus petits pendant un laps de temps très court une fois que vous les aurez chopés. Durant cette période, ils vous rapporteront le double de points. Et allez, une fois de plus, le joueur a intérêt à connaître les niveaux par cœur et à se manier s'il veut remporter la médaille d'or à chaque fois. Une fois que vous aurez fini un niveau, vous aurez l'occasion de le refaire contre la montre afin de remplir le dernier emplacement.
Que les joueurs qui n'ont pas envie de se prendre la tête se rassurent, vous pouvez très bien finir le jeu sans avoir à tout vous taper à 100% comme c'était le cas par le passé. Certains endroits vous seront interdits d'accès jusqu'à ce que vous ayez récupéré un certain nombre d'Electoons, mais même sans trop se forcer, on peut y arriver sans problème. On note aussi la présence assez marrante de la chasse aux coffres à pattes, des coffres qui n'aiment pas trop qu'on leur tape sur la caboche et qui détalent dès qu'ils vous voient. Si vous parvenez à tous les rattraper, vous aurez le malheur de pouvoir vous farcir un vrai niveau pet burn comme ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Oui, ok, sur la fin les niveaux deviennent un peu chauds, mais sans ça, on aurait fini le jeu en 2 coups de cuillère à peau et ça n'aurait pas non plus été si bien que ça. Ça semble devenir une constante avec les jeux de plateforme en 2D, tant mieux. Même si le jeu n'est pas aussi accessible qu'on aurait pu le souhaiter, car certains niveaux nécessitent un minimum de réflexe et de rapidité, l'option est tout de même la bienvenue, et si on met complètement de côté toute la partie progression, on peut alors pleinement s'adonner au festival de baf entre copains. Le mode multijoueur n'est pas aussi prenant que le mode solo, mais au moins il existe, et ça, c'est déjà pas mal. Alors attention, quand je cite un défaut mais qu'il est annoncé par des points de suspension, ça veut dire que ce n'est pas un vrai défaut, ça veut dire que c'est du second degré. Par exemple, et tout à fait au hasard, si je fais une remarque sur la voix du Joker dans Batman Arkham Asylum, c'est plus pour signaler que ceux qui ont grandi avec des films comme Retour vers le futur ou La famille Adams sont très certainement beaucoup plus enclins à associer cette voix à Christopher Lloyd plutôt qu'au Joker. Et donc, qu'une fois qu'on a en tête l'image du Doc, vous faites comme vous voulez, mais le Joker perd un peu de son agressivité, un peu comme si vous vous mettez d'un coup à imaginer qu'une personne qui est en train de vous engueuler est en fait à poil. Voilà, donc dans cet ordre d'idées, on peut reprocher à Rayman d'être carrément gore. Mais c'est du second degré, hein, c'est pas pour de... ça c'était prévisible. N'empêche, tous ceux qui ont revu l'excellent Hatchet pourront vous confirmer qu'en se plaçant d'un point de vue purement biologique, le jeu est complètement loupé. En effet, si on détache la tête ou les bras du reste du corps, il est fort à craindre que le malheureux cobaye ne survive pas à l'expérience. Alors, si vous avez moins de 12 ans ou si vous avez l'estomac un peu fragile, il vaudrait peut-être mieux que vous n'ayez pas regardé tout ça. Oui, c'est vrai, ça aurait aussi été intelligent de le préciser avant. Ken Hodder, Robert Englund et Tony Todd jouent tous les trois dans ce film. Leur particularité est d'avoir chacun endossé auparavant le rôle d'un puissant tueur au cinéma. C'est la deuxième fois qu'on peut les voir ensemble à l'écran puisqu'ils avaient déjà tous partagé un petit rôle dans l'également très cradingue Wishmaster. Oui. Ah merde, les moins de 12 ans sont toujours là. Ok, on passe à la suite. Plus sérieusement, au fur et à mesure que vous libérez les Electoons, vous aurez accès à un nombre de plus en plus grand de héros à incarner. Ils ont globalement tous les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs, et il n'y a que leur aspect qui change. Grosse déception à ce niveau, puisque ce choix ne semble donc avoir de raison d'être que pour les parties à plusieurs, afin de pouvoir mieux identifier son personnage. On aurait vraiment apprécié de pouvoir profiter de nouvelles capacités, comme par exemple un Rayman mort-vivant qui aurait pu avoir plus de points de vie que l'original, ou alors un petit être avec une portée plus grande pour les coups. Ben en fait, non. Tous les personnages disposent exactement des mêmes pouvoirs bien utiles que vous débloquerez tout au long de l'aventure, et ça s'arrête là. Mais en se forçant un peu, il paraît que le Rayman bleu rebondit mieux contre les murs, et que certains petits êtres planent plus loin. Moi, pas convaincu, là. Au risque de faire grincer quelques dents, et même s'il y a un travail indéniable derrière la plupart des morceaux, on est assez loin de ce qui avait été l'autre marque de fabrique du premier jeu. Les percussions du deuxième monde ont un certain charme, et les petites voix bourrées à l'hélium des mondes aquatiques sont plaisantes, mais on a du mal à retrouver l'inégalable magie des morceaux qui ont fait le succès de la bande originale de l'autre. Même s'il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre puisque la qualité est quand même au rendez-vous, certains joueurs ne pourront pas s'empêcher d'être un peu déçus de constater que la bande-son n'a pas la force que l'on attendait. Restent néanmoins quelques morceaux vraiment entraînants comme le thème des coffres à pattes et le petit chant débile que fredonnent les Looms dès que vous capturez un de leurs rois. Ouh, waouh, t'as mis du temps à venir là, toi, hein. Alors, comme je n'avais jamais pris le temps de répondre à Agito Makishima, je profite de cette vidéo car je trouve que Rayman Origins illustre parfaitement ce que je veux dire. Il n'est en mon sens pas question de dire que les jeux vidéo étaient mieux avant ou maintenant, et encore moins dans le futur, mais plus de dire qu'avec l'âge, effectivement, on est en droit d'avoir d'autres passe-temps et d'avoir autre chose à foutre de ses journées que de remporter tous les trophées sur je ne sais quel jeu. Ce qu'Agito Makishima n'a pas compris, c'est que j'ai grandi avec une manette NES dans les mains et que ça m'éclatait vraiment car je découvrais alors le monde des jeux vidéo. Plus les temps passaient et plus les souvenirs se sont accumulés, mais pas toujours en bien, car il s'est parfois installé une sorte de routine chez les développeurs qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment de voir un peu les mêmes choses. Rayman fit partie des jeux frais et suffisamment intelligents pour que j'ai eu envie à l'époque de le finir à 100%. Heureusement, ce qu'Agito Makishima n'a pas réussi à faire rentrer dans sa petite tête, mais que les développeurs chez Ubisoft ont parfaitement compris, c'est que quelle que soit la génération de joueurs et quel que soit le support, la priorité reste le plaisir de jouer.
Rayman Origins est donc la preuve parfaite que l'on peut être un vieux beauf né en 1979 et prendre plaisir à jouer sur un jeu datant de 2011, tout comme on peut être un jeune merdeux et s'éclater sur un jeu de plateforme en 2D. Mais je cède tout de suite ma place à Rayman qui l'expliquera mieux que moi. Oh, c'est pas vrai, me dis pas que t'as recommencé. Allez, vas-y, sors la blague. Attends, ils avaient déjà rien compris la dernière fois et tu veux en plus que je remette une couche. Dis donc, t'es gentil mais j'ai pas que ça à foutre, moi. S'il te plaît. Mon premier est une série télévisée avec Nathan Fillon et Stana Katic. Mon second permet aux femmes de ne pas saloper leurs sous-vêtements 5 jours dans le mois. Oh mais c'est dégueulasse! Ah oui, mais c'est subtil. Je me casse. Attends, c'est marrant. Castle, Vania,